Bonjour et bienvenue à notre podcast Voir les choses différemment avec Humanware. Je me nomme Jérôme Plante et je suis une personne aveugle. Moi, je vous dis bonjour également. Mon nom est Mathieu Paquette et moi, je suis une personne voyante. Ensemble, Jérôme et moi, on va explorer le merveilleux monde de l'accessibilité avec nos invités. Restez à l'écoute. Alors, bienvenue au premier épisode de Voir les choses différemment avec Humanware. Mon nom est Mathieu Paquette. Je suis gestionnaire de produits chez Humanware. Et avec moi aujourd'hui, comme à tous les mois, on va avoir, c'est Jérôme Plante qui est avec moi. Jérôme, tu te dis un petit bonjour? Bonjour. Bonjour. Parfait. Bonjour. Et on a avec nous Madame Théberge, vous l'avez entendu, donc Madame Micheline Théberge qui est avec nous pour ce premier épisode, cet épisode inaugural. Alors, Madame Théberge, bienvenue. Moi, je vous connais pas beaucoup, mais de ce que j'ai su, vous êtes une figure connue au Québec dans le domaine de l'accessibilité. Est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu? Moi, je suis retraitée de l'enseignement depuis 25 ans. D'accord. Alors, ça fait déjà quelques années. J'ai travaillé pendant 35 ans comme enseignante auprès des personnes handicapées visuelles, surtout au niveau primaire. OK. J'ai fait aussi, j'ai été comme chargée de cours à l'Université de Montréal dans le cadre du programme DESS, qui était le Diplôme d'études supérieures spécialisées pour la formation des futurs intervenants dans les centres de réadaptation. J'ai fait D'accord. l'école à la maison. Alors, je suis pas mal restée dans le domaine de l'éducation. Bon, c'est bon. 35 ans quand même, c'est un long parcours. Au fil des années, là, est-ce que Jérôme a été un de vos étudiants? Oui, Ah, oui, en première année. Eh en, oui, effectivement. en Oui, première je année. l'ai eu en première année. Bon, C'est vous qui m'avez donné la piqûre encore plus si c'était nécessaire là, par rapport au braille. Oui, puis tu aimais vraiment le braille. C'était vraiment. Oui, Oh oui, oui, le braille pour lui, c'était très, très, très important. tout à Fallait pas que fait. ça soit écrit n'importe comment. c'est important. Parlez-nous un petit peu comment vous avez appris le braille, parce que bon, j'imagine qu'on n'apprend pas le braille à votre époque comme on l'apprend aujourd'hui en 2025. Comment est-ce que vous vous êtes familiarisé avec le braille vous-même? Moi, disons que j'ai commencé à apprendre le braille alors que j'étais en troisième année. Pourquoi en troisième année? Pourquoi pas en première? Parce que je suis aveugle de naissance. OK? Bien, tout simplement parce que dans la région où j'habitais, le Saguenay, mes parents n'étaient pas au courant qu'il y avait une institution pour les personnes aveugles. Mhm. Alors, j'ai fait ma première et ma deuxième année à l'école régulière de mon quartier en apprenant tout par cœur parce que Wow. je pouvais pas lire ni écrire. Alors, j'apprenais mes lectures par cœur pour être capable de lire quand arrivait mon tour le lendemain. Wow. C'était très laborieux. Ça doit, c'est clair, c'est clairement déjà que Hmm. bon, d'être étudiant, ça a ses défis, mais c'est en plus vous deviez tout apprendre par cœur, Yeah. vous deviez avoir des bonnes notes. Ben, en tout cas, on se forçait quand même. Puis là, après ça, ben, rentré en troisième année, ben là, mon père a su que, par le curé de la paroisse, qu'il y avait une école à Montréal. Il trouvait ça loin, pas mal pour des jeunes enfants, mais il dit, pour leur avenir, ça vaut le coup. Alors, là, ils m'ont inscrit à cette école-là. Et c'est à l'Institut Nazareth que j'ai appris le braille à l'âge de Wow. 8 ans. Euh, disons que j'étais tellement contente de pouvoir apprendre à lire et à écrire. C'était toute une révélation pour moi. C'était comme une fenêtre sur le monde. Là, ça me Ben permettait oui. d'avoir beaucoup de contacts, de lire des livres. Ça, là, c'était une passion pour moi. Et ensuite, j'ai pu apprendre le piano parce que justement, je connaissais le braille, j'apprenais le braille. Et j'ai appris tout ça en même temps. Le braille, le piano, le code musical. Et comme j'étais très motivée, parce que pour moi, ça avait beaucoup de sens, ça me permettait de jouer aussi à des jeux de société. Ça m'ouvrait vraiment là, sur le monde. Alors, au mois d'octobre, j'étais capable de lire dans tous mes livres scolaires. Et là, ben, Wow. après ça, j'ai appris.
le code abréviatif en français, là. On l'apprenait graduellement d'année en année pour qu'à la fin du primaire, on soit, on ait tout le code au complet. Et en plus, on apprenait le code d'abréviation anglaise et le code en plus latin. Parce que dans le temps, on faisait beaucoup de chants chorales, puis le chant choral, il y avait beaucoup de chansons en latin et tout ça. Eh, mon Dieu. Alors, on apprenait tous ces codes-là pour être capable de lire et d'écrire. Et tout ça se faisait en même temps. Oui, 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 oui. On faisait tout ça en même temps, mais il faut dire que nos journées de classe étaient très longues aussi. On commençait à 8 heures le matin, puis on finissait à 6 heures le soir. C'est des longues journées, en Ouais. effet. Ouais. Puis après ça, on étudiait de 7 à 8 et demi. Ça laissait pas beaucoup de Wow. temps pour les loisirs, disons. Non, on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer. Ça fait que quand c'était le temps de jouer, on s'en donnait à cœur joie. Parce qu'on Oui, savait que c'était pas long. je peux imaginer. Est-ce que vous jouez encore du piano aujourd'hui? Non, j'en joue beaucoup moins parce qu'à un moment donné, le piano, j'ai trouvé ça très intéressant de l'apprendre. Mais disons que à partir de ma septième année, parce que dans le temps, on parlait pas tellement de secondaire, on parlait plutôt de septième, huitième, neuvième, là. Mhm. À partir de Hmm. ma septième année, je voulais apprendre à tricoter. OK. Puis, on pouvait pas choisir les deux. C'était un ou Mhm. l'autre. Soit on prenait le piano ou soit qu'on apprenait les arts ménagers. Ça fait que là, j'ai décidé que je voulais essayer les arts ménagers parce que ça m'avait toujours passionné le tricot, puis je savais pas comment tricoter, puis je voulais l'apprendre. OK. Ça fait que Wow. finalement, ben, j'ai suivi mon cours en suivant le cours d'art ménager où on apprenait la couture, on apprenait le tissage, on apprenait le tricot, on apprenait à faire à manger. Wow, c'est vraiment une belle histoire. Puis je me souviens moi-même quand j'étais jeune que j'ai appris à lire, à écrire, euh, à quel point ça ouvre une fenêtre sur le monde. Puis je peux même pas imaginer me mettre dans la peau d'une personne aveugle qui, pour vous, c'était même pas une option. Au début, c'était même pas quelque chose d'envisageable initialement. Puis lorsque votre père a découvert ça, ce que le monde que ça a dû ouvrir devant vous, c'est absolument fabuleux. Quand est-ce que vous avez décidé, pris la décision que c'était ce que vous vouliez faire, d'enseigner le braille? Ben, disons que j'ai suivi mes études à un moment donné, après ma neuvième année. Euh, Là, on a commencé à nous parler un petit peu de l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard, puis tout ça. Mhm. Puis là, j'ai dit, moi, j'aimerais quelque chose. En réalité, ce que j'aurais aimé, c'est d'être infirmière dans un hôpital pour les enfants à la pouponnière. OK. Oh, wow. Mais je me disais, en voyant pas, c'est pas très réaliste, là, parce que là, j'avais compris plus tard que pour faire ce travail-là, il fallait voir. Ça fait que j'ai dit, ben, comme c'est pas très, très réaliste, je vais opter pour autre chose, mais je vais essayer d'opter pour quelque chose auprès des enfants. OK. Puis là, Hmm. ben, on m'a proposé l'enseignement, si ça m'intéressait. Ben, j'ai dit oui, ça m'intéresserait. Alors là, j'ai fait ma dixième, ma onzième année scientifique. Puis après ça, je suis allée à l'école normale parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de cégep, puis il n'y avait pas Mhm. de... Alors, on passait directement à l'école normale. Alors, j'ai fait mon cours d'école normale. Avec Euh, d'autres étudiants qui avaient pas d'handicap visuel, là, qui n'étaient pas aveugles, là. L'école normale, je l'ai fait à l'école spécialisée, Ah oui, oui, mais, oui. OK. mais j'ai suivi des études après à l'université pour OK. compléter ma formation. Comme par exemple, je suis allée me chercher une formation en déficience intellectuelle. Je suis allée m'en chercher une en déficience visuelle. Puis, alors comme ça, ben, je me disais, en ayant toutes ces chances-là, parce que j'avais déjà un diplôme, l'effet, j'avais suivi mon école normale, j'avais déjà un diplôme pour enseigner au régulier.
Ça fait que là, ça me faisait une ouverture plus grande pour aller dans différents domaines selon les besoins. Wow. C'est Wow. quand même tout un parcours, puis c'est certain que même aujourd'hui, là, en 2025, c'est pas toujours évident pour les gens aveugles de pouvoir progresser au travers du système scolaire et tout ça. Il y a plusieurs embûches et tout, mais c'est quand même facilité par les technologies qu'on a aujourd'hui et tout ça, et l'ouverture, évidemment, de la société qui est probablement beaucoup plus grande qu'à l'époque. De savoir que vous avez passé au travers de tout ça, malgré des obstacles encore plus grands, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial. Oui, Ça, parce que ça- dans ça là, on parlait pas d'informatique du tout, là. On prenait nos notes de cours à l'université avec notre tablette, notre poinçon. On se tirait On d'affaire pouvait avec même ça. pas, non, on pouvait même pas enregistrer Non, encore parce que les cours, la là. seule façon d'enregistrer, c'était sur des gros magnétophones à bobines, avec des bobines de 7 pouces. Alors, c'était pas facile d'aller repérer ce qu'on voulait réécouter sur notre grosse bobine. non, très clairement, puis on n'avait pas, vous aviez pas d'iPhone à l'époque. Donc Non, 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 c'était. non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais il fallait Wow. travailler pour réussir. Ben, ça Oui, m'amène. beaucoup. Ouais, c'est clair. Ça m'amène un petit peu à ma prochaine question. La technologie aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez joué un petit peu avec les outils technologiques qui sont aujourd'hui disponibles? Ah oui, oui. Dès que ça a sorti, j'étais déjà là. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment adoré la technologie. Alors, au début, je voulais justement m'inscrire pour avoir un appareil technologique, un ordinateur qui était à l'époque un ordinateur avec une cassette. Mhm. Mais on me disait que j'étais pas prioritaire parce que je m'étais toujours débrouillée autrement. Ah. Alors, je me suis Évidemment. débattue, débattue, débattue. J'ai fini par en avoir un. Quand on est pénalisé parce qu'on est trop bon, hein? Oui, Ben, c'est c'est ça. ça. C'est ce que je me disais. J'ai été pénalisée dans le fond. Ben oui. Mm. Mais c'est absolument génial. Et puis, je trouve que moi, je suis content. Là, je suis dans ce domaine-ci. Ça fait environ un peu moins de 5 ans que je suis chez Humanware. Pour moi, c'est un tout nouveau domaine que le domaine de l'accessibilité en général et plus spécifiquement le domaine des gens aveugles. Mais c'est quelque chose là, vraiment je trouve absolument génial. Je travaille avec des collègues comme Jérôme, comme mon collègue Alexandre Bellemare, qui va être la personne qui va faire l'édition audio de ce vidéo, de ce podcast, excusez-moi, et puis que vous connaissez également. Je pense que vous lui avez aussi Oui, enseigné. Et puis, je trouve ça absolument génial de voir que, oui, on se le cache pas, le fait d'être aveugle apporte, comme vous disiez, des limitations. Vous n'auriez pas pu être infirmière, par exemple, parce que ça demandait un aspect visuel, mais ça vous empêche pas d'absolument défoncer les barrières puis de faire des travaux qui sont absolument importants. Puis vous avez été enseignante plusieurs années, 35 ans. Moi, je vous lève mon chapeau, tout simplement. Euh, Mais moi, j'aimerais vous demander, parce que là, on parle de la technologie puis de l'importance que ça peut avoir. Puis effectivement, vous vous êtes intéressé beaucoup à ça dès le début. Mais par rapport au braille, quelle importance que vous considérez que le braille peut avoir aujourd'hui par rapport à la technologie? Ça, ben, j'aimerais vous entendre là-dessus. en tout cas, moi, personnellement, je trouve que le braille a entièrement sa place, même si on a beaucoup de technologie. Moi, j'utilise vraiment la technologie, mais j'utilise également le braille. Je suis abonnée à la bibliothèque Valentin à UI. Je suis aussi abonnée à des revues en braille parce que je me dis, j'aime encore lire le braille papier. Euh, Mhm. mais je lis mes livres de bibliothèque, je les lis en général en braille électronique euh, Oui, oui. parce que c'est beaucoup plus facile d'accès pour les avoir plus rapidement, puis les avoir dans l'ordre qu'on doit les lire. Alors, ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Je prends mes notes aussi encore en braille avec ma tablette et mon poinçon. Je suis encore vieux jeu. Tout sert, hein, tous les appareils que j'ai le Braille Note Touch Plus, il sert encore. J'ai mon wow. téléphone, j'ai des afficheurs Braille de Humanware.
Puis Ben, tout ça, ça sert, puis je m'en passerai pas. écoutez, Non, c'est ça. ça m'amène à notre prochain segment. On a un segment sur le podcast, sur le balado, qu'on appelle le débat, donc le débat du mois. Et puis, moi, je voulais juste apporter un point. Je pense que je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Je suis quelqu'un, moi, j'ai ma pleine vision. Je lisais sur Facebook récemment que le braille, c'était en train de mourir puis que ça servait plus à rien. Je voulais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je vais vous dire que le braille, il est vraiment pas en train de mourir, pas de mon côté, parce que moi, je fais tout pour le promouvoir. Je participe dans une association de loisirs qui s'appelle le CQPA, Carrefour pour personnes aveugles du Québec. Et les personnes âgées qui ont perdu la vue sur le tard, ben, ils sont comme un peu démunis dans le sens qu'ils peuvent pas jouer, ils peuvent pas rien faire parce qu'ils n'ont pas de moyens. Alors moi, dans cette association-là, je me suis dit, mon rôle, ça va être de stimuler ces personnes-là Wow. à apprendre des rudiments du braille pour être capable de lire au moins, pour être capable de jouer, pour être capable d'étiqueter des choses qu'ils ont besoin. Alors, c'est le rôle que je me suis donné. Pour moi, le braille est vraiment pas mort. Je pense qu'une personne aveugle ne peut pas vivre sans le braille. Toi, Jérôme, t'en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord. Puis j'ai eu la meilleure ambassadrice du braille quand j'étais petit, là, parce que je vous dois beaucoup, Micheline, là-dessus. Mais je suis entièrement d'accord, là. Je pense que j'ai encore fait une entrevue pour Radio-Canada pour la Journée mondiale du braille il n'y a pas longtemps pour le réitérer. Puis je pense que non seulement le braille est pas mort, mais je pense que la technologie donne un second souffle au braille. Là, vous parliez tantôt des afficheurs braille, preneurs de notes et tout ça. Ben, c'est une très bonne pépite de braille électronique pour les livres. Mais justement, vu qu'on a accès plus facilement et plus rapidement à du matériel qu'autrefois, je pense que le braille est quand même franchement très, 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 très utile pour avoir accès à à toutes ces informations-là, tout ce contenu-là. Puis comme vous dites, ne serait-ce que pour pouvoir jouer à des jeux de société, jouer à des jeux de cartes, éditer des éléments, tout ça, ne serait-ce que pour ça, le braille est important, est vraiment, vraiment important. À l'école, grâce à vous et à d'autres profs, parce que j'étais à l'école spécialisée aussi, on avait même Amigo à l'époque là, pour apprendre à jouer pour jouer à des jeux de société qui étaient adaptés. Fait qu'on a vraiment appris que même au niveau ludique, c'était utile. Puis au niveau de l'emploi, toutes les études le prouvent, quelqu'un qui connaît bien son braille a sensiblement plus de probabilité Exactement. d'avoir un emploi là, qu'une personne qui le maîtrise pas. Même aujourd'hui, même en 2025, même avec tout le vocal et la technologie, il n'y a pas une intelligence artificielle qui va remplacer le braille, qui va le complémenter peut-être, mais pas jamais qui va le Non, non, c'est remplacer. ça, ça complémente effectivement parce qu'on s'en sert ça aussi de l'intelligence artificielle. Mais je me dis, on peut pas mettre ça de côté parce qu'on vit quand même en 2025. Ça fait qu'il faut vivre avec notre époque aussi, là. Mais je trouve aussi que ça nous donne accès à des dictionnaires qu'on n'aurait pas sans le braille électronique, puisque ça nous permet de le lire et non juste d'entendre. Moi, je Oui. trouve que c'est important C'est de le ça. lire. C'est ça. Moi, je pense que la fenêtre que c'est d'ouverture sur le monde, le braille, puis c'est ça que vous m'avez appris à l'époque, et puis les autres ensuite, c'est qu'on apprend vraiment à lire et à écrire. On apprend la langue. Oui. Connaître le braille, c'est connaître la langue, la structure d'un texte, les phrases, les paragraphes, comment les mots sont écrits. Les synthèses vocales nous donneront jamais cette précision-là que le Non. braille va Hmm. nous donner. Puis si tu te rappelles, Jérôme, on a eu aussi un appareil électronique qui s'appelait l'Optacon, Ah oui, oui, ça. qui nous permettait de lire de façon tactile un livre en imprimé. Oui, oui, oui. Wow. On passait une C'est petite vrai. caméra sur les caractères, puis ça venait les caractères venaient s'imprimer un à la fois sur une petite plage tactile. Et sur la petite plage tactile, on voyait le contour de la lettre en imprimé. Oui, c'est Wow. vrai. Je me rappelle de ça. Alors ça me C'était, permettait, moi, quand j'enseignais, de pouvoir relire mes élèves qui écrivaient au crayon. C'est absolument génial.
Oui, c'était l'ancêtre de nos OCR. Ah, moi, Ouais. ça me fait de la peine, moi, que ça n'existe plus, ça, parce que je trouvais que ça nous donnait une bonne disposition du texte en noir, la graphie, Mhm. les soulignés, C'est vrai. toutes les... Ouais, Ça, j'aimais c'est quelque vraiment chose ça. ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, ça. Je veux dire, moi, Oui. personnellement, à part mes initiales, là, je les connais pas, mes lettres en imprimé, puis mes collègues de ma génération, ils les connaissent pas non plus. Tant et Mhm. si bien que là, maintenant, avec le Monarque, pour la petite histoire, on avait un ancien collègue qui avait écrit nos noms à moi puis Simon sur papier, qui l'avait scanné en PDF, puis on l'avait lu en format graphique tactile sur le Monarque. C'était vraiment très OK. spécial. Ouais, ouais. Maintenant, Wow. la technologie permet de faire ce genre de choses-là, mais il faut s'en donner la peine. Oui, Oui. absolument. Ben écoutez, vous m'avez convaincu tous les deux, en tant que personne qui aime beaucoup la langue française aussi, d'entendre que le braille nous permet de conserver l'amour de la langue et tout ça, je pense que c'est absolument plus. Vous aurez compris que de toute façon, je blaguais plus qu'autre chose. Je sais très bien que le braille, c'est pas mort, c'est loin de mourir, c'est même en pleine effervescence. Non, puis le braille me permet aussi de faire des mots croisés que je Oui, ferais peut-être pas Bien si je sûr. voyais en pas. effet, en Hein? effet. Ben oui, Ben c'est oui. divertissant. Sûr. Moi aussi, j'aime ça, les mots croisés. J'ai une Puis tablette de les... mots croisés, puis oui. je fais partie de l'Association des cruciverbistes aveugles de France. On reçoit des concours à tous les 3 mois. On participe à ces concours-là. Wow! Et pourquoi pas? Ben oui, c'est Pourquoi pas? génial. Et ce que tu sais pas, Mathieu, c'est que par exemple, des jeux de cartes, là, c'est facile à adapter un jeu de cartes, là. Oui, On peut adapter pratiquement tous les jeux de cartes qui existent sur la planète, là. Ils ont chacun ils ont leur notation, tout ça, mais tout se fait oui. avec la carte écrite en imprimé, puis le texte en Oui. braille qui est écrit sur la carte aussi. Alors, ça Wow. nous permet de jouer avec n'importe qui. Bon, moi, je suis un grand joueur de cartes, là. Vous m'avez vraiment convaincu à ce moment-ci. Ben écoutez, on va conclure. Avant de conclure, je voudrais qu'on parle un petit peu d'un dernier aspect. Donc, on est au mois de mars, c'est le mois international de la femme. Madame Théberge, vous êtes une femme. J'aimerais vous entendre un petit peu sur ce que ça représente pour vous, là. Est-ce que par exemple, est-ce que d'être une femme versus d'être un homme dans le milieu de l'accessibilité en tant que personne aveugle et tout ça, est-ce que pour vous, il y a des défis supplémentaires? Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Moi, je vais vous dire que pour moi, personnellement, je vois pas vraiment beaucoup de différence parce que je côtoie autant les hommes que les femmes, peu importe qu'ils soient aveugles ou pas. J'ai beaucoup d'occasions de rencontrer beaucoup de monde, puis j'ai pas vraiment de différence à faire à ce niveau-là. C'est sûr que à un moment donné, on va embarquer dans des discussions qui vont où on sera pas nécessairement d'accord. Mhm. Mais ça, je me dis, c'est correct aussi, parce qu'on peut pas Absolument. être tous d'accord sur les mêmes points, là. Ça serait plate si on C'est, était tout le temps tout le monde ben, d'accord. Tout à exactement. fait. Ça fait que je me dis, on fait valoir chacun notre point. Mais je trouve qu'en général, les hommes handicapés visuels sont beaucoup plus, je dirais, fonceurs. OK? Dans le sens qu'ils vont arriver beaucoup plus rapidement auprès des gens que nous, on peut arriver. Nous autres, on va arriver peut-être d'une façon un peu plus posée. Je dirais, c'est pas ce que les autres sont pas posés, là, mais peut-être plus discrètement, si on veut. OK, plus subtil. Oui. Mhm. OK, ben c'est intéressant. Puis quand même, là, au fil des années, vous avez aussi vu, là, évidemment, le statut de la femme au sein de la société qui a beaucoup évolué, Ben euh, exactement. ce qui est Puis je absolument pense génial, là. que la femme a son rôle à jouer comme Ben, l'homme a son rôle à jouer. Les deux sont importants dans le fond. Puis absolument. aujourd'hui, je dirais que les rôles se confondent beaucoup plus qu'autrefois. Parce Mhm. que autrefois, la femme, c'était la femme à la maison, C'est ça. faisait juste son petit travail, son petit train-train. Puis l'homme au travail, lui, il mettait pas la main à la pâte à la maison. Tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux.
Oui, exact. C'est beaucoup plus égalitaire en tant que société. Puis là, on partira pas dans les grands débats de société ici, mais c'est quand même c'est génial de voir. Moi, j'ai une grand-mère qui a été enseignante également, et puis c'était une des rares femmes de sa génération qui a travaillé parce qu'à l'époque, les femmes c'était soit tu étais enseignante, soit tu étais femme à la maison. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on voit des femmes dans tous les milieux de travail et tout. Puis moi, Oh oui. je pense que c'est important. Puis je suis content qu'on soit arrivé là. Ça leur a pris plusieurs années, mais on y est arrivé. Donc, ben, Madame Théberge, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'épisode inaugural de voir les choses différemment avec Humanware. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment adoré vous parler. Quand j'ai parlé avec Jérôme et Alexandre, là, qui sont mes co-conspirateurs pour le podcast, je leur disais, on voudrait avoir une femme pour le premier mois de la femme pour le mois de mars. Puis votre nom est ressorti unanimement en premier, puis je comprends maintenant pourquoi. Donc, merci beaucoup, Madame Théberge. Et puis, En tout cas, je vous remercie beaucoup Ben, du temps que vous merci. avez pris. merci vraiment beaucoup, Madame Théberge. C'était absolument génial. Dans le cadre de l'astuce du mois du présent épisode de podcast, je vais vous montrer comment faire fonctionner la synthèse vocale sur votre Mantis Q40. En effet, depuis la mise à jour version 2.4 du Mantis qui est sorti l'automne dernier, il est maintenant possible de faire fonctionner de l'audio sur votre Mantis, donc, entre autres choses, la synthèse vocale. Cela dit, pour que cela puisse se faire, il faut absolument brancher un périphérique audio Bluetooth à votre appareil. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez accès qu'au braille comme ce fut toujours le cas par le passé. Donc, il faut commencer par brancher un périphérique audio Bluetooth à votre appareil. Pour ce faire, on navigue dans le menu principal jusqu'à l'option paramètres. On clique là-dessus avec un curseur éclair ou la touche entrée. Et maintenant qu'on est dans le menu des paramètres, on navigue avec les touches de façade, tout ça, jusqu'à l'option Bluetooth. Déjà, il faut s'assurer que le Bluetooth est activé. S'il ne l'est pas, on doit l'activer. Ensuite, dans les options qui apparaissent, ce qui vous intéresse, c'est l'option jumeler un périphérique audio. Donc, on clique sur cette option-là. Parallèlement, on met son appareil audio Bluetooth qu'on veut jumeler avec notre Mantis en mode pairage. Et donc, dans la liste des appareils qu'on devrait voir lorsqu'on rentre dans le menu jumeler un périphérique audio, on devrait voir l'appareil qu'on souhaite connecter à notre Mantis. Lorsqu'on le voit, bon, ça peut prendre quelques secondes avant que ça apparaisse, mais lorsqu'on le voit, on clique sur l'appareil et donc ensuite la connexion devrait s'établir dans les prochaines secondes. Vous devriez entendre un son là, dans votre appareil audio Bluetooth pour vous indiquer, un son ou un message, là, ça dépend de l'appareil, pour vous indiquer que la connexion a été établie avec succès. Si jamais il y a une erreur, vous recevrez un message sur votre Mantis pour vous l'indiquer, donc vous le verrez en braille là, qu'il y a eu échec de la connexion. Maintenant que vous avez un appareil audio Bluetooth branché à votre Mantis, vous pourrez faire fonctionner la synthèse vocale. N'oubliez pas que vous devrez toujours avoir un périphérique audio Bluetooth connecté à votre Mantis pour pouvoir faire fonctionner la synthèse vocale. Si ce n'est pas le cas, malgré que vous ayez configuré votre synthèse vocale, bien évidemment, votre appareil ne sera pas en mesure de parler et vous n'aurez accès qu'au braille. Donc, voilà, si jamais après la mise à jour de votre Mantis, vous avez manqué la fenêtre de téléchargement de langue et voix qui est apparue suite à la mise à jour et à la première connexion à un réseau Wi-Fi ou que vous souhaitez modifier les synthèses vocales qui sont sur votre appareil, c'est l'occasion de le faire et c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Il faut garder en note que votre Mantis peut supporter 2 voix et pas plus que ça. Donc, bien, choisissez les voix qui vous intéressent le plus par rapport à votre utilisation normale de votre appareil et de toute façon, vous pourrez toujours les modifier plus tard. Donc, on retourne dans le menu principal et on navigue de nouveau jusqu'aux paramètres. Ensuite, dans les paramètres, on se rend jusqu'à paramètres vocaux. Le premier item s'appelle voix, tout simplement, et il est important que cet item soit activé parce que s'il est désactivé,
malgré que vous ayez configuré une synthèse vocale et qu'un périphérique audio Bluetooth soit connecté à votre appareil, eh bien, la synthèse vocale ne parlera pas. Donc, il faut activer la voix ici en cliquant sur l'option voix pour l'activer. Ensuite, il y a d'autres options qui peuvent être fort utiles. Par exemple, lire les menus. Si vous activez cette option, la synthèse vocale lira les menus sur lesquels vous circulez lorsque vous naviguez dans votre appareil avec les touches de façade. Si vous ne l'activez pas, bien cette lecture ne se fera pas, évidemment. Lecture du mot sous le curseur, c'est la même chose. Si vous activez cette option-là, en fait, ça va lire le mot qui est sous le curseur au moment où vous tapez du texte. Donc, si vous ne l'activez pas, bien, ça ne sera pas le cas. Ensuite, lecture du contenu de l'afficheur après le défilement, c'est la même chose. Écho lors de la suppression. Donc, qu'est-ce que vous voulez que la synthèse vocale vous lise lorsque vous supprimez du texte, par exemple? Est-ce que vous voulez que la synthèse vocale vous lise les caractères ou les mots qui ont été supprimés ou pas? Écho du clavier. Qu'est-ce que vous voulez que la synthèse vocale vous lise lorsque vous tapez du texte? Donc, vous avez le choix entre désactiver, donc ça ne lira rien du tout. Mots, caractère et mots. Donc, tout ce qui est tapé va être lu et donc, à la fin d'un mot, ben, dès qu'on fait espace, le mot en entier sera lu. Et enfin, le menu qui nous intéresse tout particulièrement, téléchargement de langue et voix. Lorsqu'on clique là-dessus, il y a 3 options. On va s'attarder sur chacune d'entre elles. La première option s'applique changer la voix des menus. Ça vous permet de changer la voix qui est utilisée pour lire les menus de votre appareil. Cette voix est une des voix dans la langue de votre système. Donc, dans le cas qui nous préoccupe ici, comme votre appareil est configuré en français, eh bien, si on clique sur changer la voix des menus, on aura accès aux langues qui sont en français Canada et en français Europe. Seulement, donc pas dans les autres langues. Donc, on clique sur Français Canada ou Français Europe et ensuite, on verra une liste des synthèses vocales qui sera affichée dans la langue en question. Par exemple, Français Canada, on verra Anthony, Louise et Mélanie. Et Français Europe, on verra Alice, Anaïs, Antoine, Bruno, Claire, Constance, Julie, Manon, Margot et c'est tout. Toujours un bouton fermé au bout de la fenêtre. Notez que l'énumération que je viens de vous faire est valide au moment où nous enregistrons cet épisode de podcast. Évidemment, plus tard, si vous l'écoutez dans quelques mois ou plus tard que ça, évidemment, cette énumération-là pourrait changer. Donc, vous sélectionnez la voix qui vous intéresse, vous cliquez sur cette voix et ensuite, vous verrez, il y aura 2 barres de progression qui vont se succéder. La première pour le téléchargement de la voix, la deuxième pour son installation. Ce que vous verrez en braille sur votre afficheur braille, c'est un pourcentage suivi de téléchargement de la voix ou d'installation de la voix. Et évidemment, le pourcentage va monter tranquillement là, pendant que la progression se fait jusqu'à la fin de l'étape. Lorsque l'installation de la voix sera terminée, votre appareil va redémarrer automatiquement et vous retournerez alors au menu principal de votre Mentis. Donc, ensuite, lorsque cela est fait, pour la voix des menus, on retourne à partir du menu principal, on retourne dans les paramètres et dans les paramètres vocaux et dans le menu téléchargement de langue et voix. On va maintenant s'attarder à la voix additionnelle, donc ce qu'on appelle changer la voix additionnelle. En cliquant là-dessus, vous aurez accès à toutes les voix qui sont disponibles sur votre appareil. Autrement dit, toutes les voix pour lesquelles il y a des synthèses vocales que vous pouvez télécharger sur votre appareil, qui sont classées par langue. Donc, commencez par sélectionner la langue qui vous intéresse et ensuite, bien évidemment, dans la liste, vous pouvez alors sélectionner la voix qui vous intéresse et vous pourrez alors la télécharger et l'installer comme on vient de le voir un peu plus tôt. La voix additionnelle peut être fort utile si vous avez besoin de lire du texte dans une autre langue, par exemple, que votre langue par défaut, ou bien ça peut tout simplement vous permettre de lire du texte dans une voix différente de celle que vous voulez utiliser par défaut. Suite à l'installation de la voix, évidemment, vous allez redémarrer votre système comme on l'a vu plus tôt et vous retournerez au menu principal. Maintenant,
Maintenant, si vous retournez aux paramètres, puis les paramètres vocaux et le menu téléchargement de langue et voix, il nous reste un troisième menu qui s'appelle Échanger les voix. Si vous cliquez là-dessus, on va vous demander si vous voulez confirmer l'échange de voix. Appuyez sur OK pour pouvoir le faire, donc annuler pour annuler l'opération. Et en faisant OK, en fait, ça va échanger les voix et redémarrer votre système. Ce que ça permet, l'échange de voix, c'est que ça permet de changer la voix des menus pour qu'elle devienne votre voix additionnelle et vice-versa. Donc, la voix additionnelle va devenir la voix des menus. Ensuite de ça, ce qui est important de noter, c'est qu'il nous reste une étape importante à faire pour que nos synthèses vocales qu'on a téléchargées soient fonctionnelles. Et cette étape-là, c'est d'aller dans vos profils vocaux pour aller configurer vos synthèses vocales avec le profil approprié. Dans les paramètres de votre Mentis, on va naviguer cette fois jusqu'au menu profil de langue. Dans ce menu, vous verrez vos profils qui ont été déjà créés et configurés. Donc, à la base, vous en aurez un qui va être par défaut. Si vous en avez plus qu'un, par exemple, moi j'en ai deux, je vois français et English qui sont mes deux profils qui ont été configurés. On va aller naviguer jusqu'à l'option configurer le profil. On clique là-dessus et ensuite, ici, on voit le ou les profils qu'on peut configurer. Par exemple, si je clique ici avec un curseur éclair ou la touche entrée sur mon profil français, donc je vois le nom du profil, le niveau de braille, entre intégrale et abrégé, les tables braille informatique, table braille intégrale et table braille abrégé. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le dernier item de la liste qui s'appelle voix. Ici, il n'y a pas de voix sélectionnée par défaut quand on n'a pas téléchargé de synthèse vocale ou quand on vient de le faire. Normalement, par défaut, l'option est à aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune voix qui parle lorsqu'on télécharge une synthèse vocale puis qu'on s'en va sélectionner notre profil de langue. Donc, si on clique sur voix ici, on a l'option aucune justement. Puis, on a les voix qui ont été téléchargées dans votre appareil. Donc, sélectionnez. Si vous avez une voix, évidemment, vous devrez la sélectionner. Vous aurez le choix entre aucune et cette voix-là. Si vous en avez deux, vous aurez le choix entre aucune et les deux voix qui sont là. Sélectionnez la voix de votre choix. Et donc, ensuite, cliquez sur le bouton enregistrer la configuration qui va enregistrer votre configuration et appliquer votre synthèse vocale préférée à ce profil. Faites la même chose si vous avez un deuxième profil. Par exemple, si votre voix additionnelle est en anglais, créez un profil English, par exemple, créez les tables braille, ajoutez les tables braille appropriées et la synthèse vocale en anglais que vous avez téléchargée comme voix additionnelle. Ce qui est important de dire par rapport à ça, c'est que si vous n'activez pas une synthèse vocale dans les profils de langue, ça ne parlera pas. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que si vous mettez une synthèse vocale qui parle dans une langue qui n'est pas la langue de votre système, évidemment, ça va parler ça va parler moins facilement. Là, je vous conseillerais, vu que votre système est en français et donc que votre profil par défaut de langue est en français, je vous conseillerais vivement d'utiliser une synthèse vocale en français, évidemment, pour que votre interface soit en mesure là, de vous parler correctement en français. Donc, voilà pour cette astuce. J'espère qu'elle vous aura été utile. Nous serons ravis d'avoir vos questions et commentaires à la suite de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Pour le coin du partenaire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Bruno Schmitt de Accès Solutions en France, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors bonjour Bruno. Bonjour Mathieu, oui, donc je représente Bruno, comme l'a dit si bien Mathieu. Donc je représente donc Accès Solutions, qui est une société qui distribue du matériel pour les personnes non et malvoyantes en France. Donc depuis combien de temps environ est-ce que vous opérez en France? La société vient de fêter ses 20 ans l'année dernière. Wow. Donc voilà, on a quelques années d'existence. On est 16 personnes et on a 3 agences en France. Donc où les gens peuvent aussi nous rencontrer. On a une agence à Bordeaux, une à Toulouse et le siège qui est à Ivry-sur-Seine. Donc tout nouveaux locaux. Voilà, qu'on vient d'emménager en fin d'année dernière. On a repris de la place pour pouvoir bien vous recevoir. Voilà. Ah d'accord, donc va falloir que je vienne vous revoir bientôt parce que quand je suis venu vous voir, vous étiez dans vos vieux locaux, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est bien ça. Donc là maintenant, on a vraiment, on a 3 fois plus de place qu'on avait auparavant. On a vraiment un beau showroom aussi pour recevoir les personnes, ce qui était un gros manque, hein, même si tout le monde trouvait ça sympa parce que c'était collaboratif. Ah oui, Mais là absolument. aujourd'hui, voilà, on a une vraie salle de showroom où on peut vraiment recevoir le matériel est exposé. Les personnes peuvent être tranquilles avec mes collègues ou moi-même pour recevoir et présenter le matériel, quoi. Excellent. Moi, ça fait environ 5 ans que je suis dans ce domaine-ci. Toi, tu viens de mentionner, ça fait 20 ans que vous êtes dans le domaine là, avec Access Solutions. Comment est-ce que tu as vu ça, l'évolution des technologies d'assistance au fil des 20 dernières années, ou peut-être même plus par ton expérience personnelle? Bon, je trouve qu'alors, il y a eu différentes étapes. On pourrait dire que bon, tout a commencé, moi je trouve un petit peu avec aujourd'hui l'arrivée des logiciels qui sont devenus un peu de l'open source. Donc là, on le voit ça de ce côté du logiciel. On voit qu'il y a une certaine évolution vers on va dire le produit gratuit. Alors moi, comme je dis toujours, il y a énormément de produits dans les nouvelles technologies et tout vient un petit peu toujours d'un monde, je dirais, de voyants. Pour que quelqu'un comme moi qui suis déficient visuel aussi, hein, ça je l'ai pas dit, mais je suis très malvoyant, j'ai un scotome central, hein, une neuropathie optique de Leber. Donc je trouve qu'au niveau des produits, il y a des choses qui évoluent. On va vers le bon sens, c'est aussi grâce, comme je le disais un petit peu, donc à toutes ces nouvelles technologies qui arrivent du milieu normal et nous qu'on arrive à intégrer dans les technologies d'aujourd'hui. Après, ce qui est assez marrant, je trouve aussi dans notre milieu, c'est qu'à un moment ou à un autre, on dit, bah tiens, aujourd'hui, par exemple, on est au tactile, donc il faut faire du tactile. Et nous, on s'est rendu compte, par exemple, que dans la téléphonie pour déficients visuels, eh ben, il y avait une demande de boutons et il y a des fabricants qui ont refait des téléphones avec des boutons. C'est vraiment, c'est une vague, je trouve, la technologie. C'est vraiment ça. Oui, absolument. Et comme tu mentionnes, souvent c'est des technologies qui sont faites par des voyants, comme moi. Par contre, nous chez Humanware, on est content, on a beaucoup d'employés qui ont eux-mêmes soit une basse vision, soit une cécité complète. Et par conséquent, ces gens-là vont influencer beaucoup, vont même souvent mener la charge quand il vient le temps de faire des produits, tout ça, pour décider des fonctionnalités et tout. Je pense que c'est vraiment important de autant d'empathie que moi, en tant que personne voyante, je peux avoir. Je peux pas me mettre complètement dans les souliers d'une personne basse vision ou aveugle. Alors, c'est vraiment important d'avoir des fois des idées que je pense être excellentes comme gestionnaire de produits. Je me fais dire par mes collègues aveugles, ouais, non, ça, c'est une fausse mauvaise idée. Donc c'est ça. Donc, c'est quoi les services que vous offrez chez Access Solutions en tant que tel? Je sais que vous vendez des produits, mais est-ce que vous offrez d'autres types de services? Oui, alors chez nous, effectivement, je dirais qu'alors, comme je dis tout le temps, on va du malvoyant à la très grande, à la base, enfin basse vision, malvoyant, non-voyant. Et donc, on va faire effectivement le matériel selon le type de handicap visuel. On est capable après aussi donc de faire de la formation au matériel qu'on distribue. On fait du support technique. On est capable de faire de la prise en main à distance de certains produits. Alors ça, c'est surtout dans la partie logicielle. On fait de la prise en main pour des déficients visuels. On fait des contrats de maintenance en informatique pour prendre en main l'ordinateur de la personne à distance et aider à paramétrer différentes choses, par exemple, sur un ordinateur. Après, on fait aussi du support au niveau des professionnels. Alors ça, je trouve ça assez important parce qu'on a tout un réseau de distributeurs en France, d'opticiens partenaires, principalement, et quelques revendeurs spécialisés, chez qui les clients en France peuvent aller voir les produits. Et à ce moment-là, donc, la vente et la prise en main va se faire par cet opticien partenaire. Alors, ce ne sont pas des opticiens qui ne font que de l'optique. Ce sont des gens souvent qui sont formés à la basse vision. Et Ok. nous, on est là aussi pour les aider à les former. Ça, c'est vraiment une chose que moi, je fais énormément. Je les forme, je me déplace, je présente le matériel et je fais tout leur support technique dès qu'ils ont une moindre question, une moindre problème. Et ça, c'est hyper important dans notre métier. C'est vraiment d'essayer de partager aussi toutes ces informations, que ce soit avec des particuliers ou des professionnels. Génial. Vous avez également une chaîne YouTube où tu fais des démos. C'est souvent toi qu'on voit sur la chaîne YouTube. J'ai Oui. d'ailleurs vu ce matin que vous en aviez, au moment où on enregistre ceci, que vous aviez une vidéo du métro de Paris. Je vais écouter ça avec plaisir cet après-midi. Alors, oui, alors c'est ça, c'est-à-dire que donc on a créé cette chaîne YouTube il y a maintenant, ouais, ça fait 3-4 ans, quoi, et on a eu une impulsion que ce qui manquait, nous, souvent, c'est qu'on a des fiches produits qui sont plutôt pas mal, accessibles, et moi, je trouvais qu'il fallait avoir des vidéos pour agrémenter chaque produit. Alors moi, comme je l'explique, mon idée, c'est pas de tourner des vidéos commerciales, le produit, il est génial, il est super, c'est d'expliquer à peu près comment il fonctionne, à qui il peut servir, et quels vont être les plus ou les moins de ce produit. Alors, il n'y a pas toujours l'histoire de dire ça, c'est vraiment pas bien, c'est de dire voilà, ça peut déranger certaines personnes parce que l'ergonomie peut être moins Absolument. bonne, mais j'essaie vraiment d'être assez clair sur le produit et ça sert en même temps de tutoriel, et ça, c'est hyper important pour moi. Souvent, même si ça soit un particulier, un opticien partenaire, qui me dit tel produit m'intéresserait, je leur dis allez voir la vidéo,
vidéo, parce que j'essaie de la présenter en détail. Alors ça, moi, c'est plus les produits basse vision que je fais. Et on a aussi David Damota, qui est un des responsables de la société chez nous, qui est non-voyant, qui lui tourne assez souvent les vidéos sur le braille, telles que par exemple pour vous sur les braillantes BX et d'autres produits braille de chez vous, comme le Mantis. C'est lui qui va présenter la partie braille. Comme moi, je présente effectivement la partie plus loupe électronique. Voilà. Et c'est vrai que dans cette chaîne YouTube, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a sorti une vidéo parce qu'on a eu un peu ce questionnement. On a des nouveaux locaux. Et ben, j'ai été faire le chemin depuis la sortie du métro, qui est à peu près à 7 minutes de chez nous. Et donc, j'ai pris ma canne et je me suis fait guider. J'avais un micro sur moi et j'ai essayé d'expliquer le trajet jusqu'à nos bureaux pour essayer d'aider les déficients visuels et aussi les personnes voyantes qui peuvent accompagner. Je trouvais que c'était une idée un peu interactive, justement, du travail Absolument. qu'on fait, quoi. C'était une idée géniale. Je l'ai pas encore écouté. Moi, il est tôt le matin, il est 8h40 au moment où on enregistre ceci. Donc, je suis en train de prendre mon café, mais je vais certainement écouter ça avec plaisir aujourd'hui. Finalement, Bruno, si les gens qui veulent vous rejoindre, de quelle façon est-ce qu'on peut vous rejoindre chez Accès Solutions? Alors, différentes façons. Donc, on peut déjà nous contacter au numéro principal qui est le 01 43 44 02 02. On peut nous écrire à relation.client@accessolutions.fr. Donc, Accès Solutions, c'est toujours tout attaché. A2CE2SOLUTIONS. Voilà, c'est toujours comme ça que ça s'écrit. Donc, pour accessolutions.fr, on l'écrit comme ça. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet où on a vraiment tous les produits de présenter. Et donc, comme on parlait avant, avec des vidéos, des fiches techniques, possibilité de télécharger aussi, bien sûr, les fiches techniques et les modes d'emploi. Excellent. Donc, toutes ces informations-là vont être dans les notes pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Bruno, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je vous remercie, parce que ça me fait plaisir de présenter vos produits régulièrement. Donc, pour moi, c'est un bon moment de partage avec vous. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse balado@humanware.com. Et on se retrouve dans 3 mois.